Pour ce 3e épisode des Rosalie, Lola et Cassandre ont rencontré à la Cinémathèque française 2 cinéastes pour un entretien croisé. Michael Dacheux, dont le premier long-métrage L'amour debout est sorti en salle en janvier 2019, et Gaël Lépingle, réalisateur de Seuls les pirates, dont voici un extrait qu'il commente juste après. Attends, c'est une scène nationale. C'est génial. Ça veut dire enfin c'est une reconnaissance de mon travail. C'est super. En plus j'avais du mal à partir d'ici. On vous quitter ma chère. Voilà. Hop. C'est l'occasion. Bye bye les amis. À nous la grande ville et cette turpitude. Bon, je suis garée là. Ciao. Émilie et Géraud se revirent une fin d'après-midi, alors qu'elle traversait la rue. Émilie aperçut Géraud. Elle hésita un instant à accélérer le pas pour éviter une entrevue qui aurait pu s'avérer délicate. Elle n'en fit rien. Elle l'appela. Ils échangèrent des nouvelles. Géraud lui apprit qu'il avait décidé de reprendre sa pièce, de la jouer une date dans son petit théâtre. J'ai choisi cet extrait parce que c'est plutôt vers la fin du film. C'est le moment où donc le personnage principal qui s'appelle Géraud et qui donc tient un petit théâtre préfabriqué aux confins de la ville, qui est situé en face d'un château d'eau. Il y a des jardins ouvriers, etc. Un périphérique juste derrière. Et pour moi c'est un peu le cœur du film. C'est même presque en fait son point de départ en fait. C'est-à-dire que c'est en fait donc le personnage est inspiré de son interprète Ludovic Douard, qui donc dans l'agglomération orléanaise a effectivement ce théâtre-là, et c'est vraiment c'est le point de départ, c'est-à-dire que c'est voyant ce qui se passait, cette façon de s'organiser, sans subvention, sans aide, de façon très, en système D, presque des fois c'est presque du troc d'ailleurs. Enfin, c'est des systèmes d'organisation complètement à côté, et ça m'intéressait vraiment de filmer tous ces va-et-vient, ces gens qui arrivent comme ça. Il y a des cours de djembé, il y avait des ouvriers ou des gens qui travaillaient à côté qui passaient, il y avait des amis qui passent, etc., qui donnent un coup de main, etc. Et c'était comme une petite utopie comme ça d'une communauté qui a été l'origine vraiment de mon désir de filmer Ludovic et son théâtre. Après, ce qu'il y a, c'est que très vite, en fait, Ludovic est tombé malade, et ça a infléchi comme beaucoup le cours du film, puisqu'il a perdu sa voix. Il a eu un cancer de la gorge, il a perdu sa voix. Donc on a intégré ça au scénario. Et puis il y a eu, pareil, c'était pas prévu, il a été expulsé de son théâtre. Alors, à l'époque où on tournait, il n'était pas encore expulsé, il a été expulsé 2 mois après la fin du tournage, mais c'est vrai que du coup c'est devenu quelque chose de beaucoup plus en danger que ce qui était prévu en fait. Et c'est pour ça que cette scène se retrouve plutôt à la fin du film, comme un petit moment où ils arrivent à se réunir quand même, malgré tout, comme ça, qui est un moment un peu arraché quand même à l'adversité, et qui prend, oui, pour moi, vraiment une épaisseur, comme ça, une force que j'avais pas forcément imaginé comme ça au départ. Et donc on voit, il y a Nadine qui vient l'aider, etc. Il y a Blaise, le grand jeune homme noir aussi, qui est là, qui passe. Et il y a un mélange un peu de tout dans cette scène. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est qu'il y a du documentaire, puisqu'on voit Nadine qui parle devant les jardins ouvriers de ses souvenirs à elle quand elle était petite. Ça, c'est une scène totalement documentaire. Mais ça peut aussi aller sur des procédés, des dispositifs beaucoup plus fabriqués, en particulier les voix off. Puisque là, c'est un moment donné où les personnages dits secondaires se mettent à parler en voix off et à décrire un peu la situation. Donc voilà, moi c'est une scène moi qui me tient beaucoup à cœur et qui résume pour moi vraiment l'esprit du film et sa vocation. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que sur les dispositifs, c'est justement la scène où ils sont les plus visibles, où effectivement je crois pas qu'il y avait eu de voix off avant. Non. Et en plus, tu parles de voix off, mais la première voix off, elle est in en vrai. Oui, puisqu'en fait, juste avant, effectivement, il y a un des personnages qui se met à s'adresser à la caméra pour raconter un peu où on en est dans les histoires des personnages, en particulier dans l'histoire d'amour entre Géraud et donc la jeune femme qui travaillait à la mairie. C'est Madame Jouve. C'est un peu Madame Jouve de la femme d'à côté, effectivement. Sauf que là, ça arrive sans prévenir en plein milieu du film, et jusqu'ici, c'est effectivement un dispositif qui n'a jamais été éprouvé.
Mais c'est pour moi le point de départ quand même de ce qui prend corps comme collectif, puisque cette question du collectif, elle est développée par ailleurs avant dans le film sur les histoires d'urbanisme, etc. Mais elle est jamais vraiment montrée. Et c'est le seul moment du film où elle est donnée à éprouver au spectateur. Bah, moi, c'est vrai que dans cette scène, ce que je retrouve aussi, qu'on trouve dans tes autres films, surtout dans Julien et Une jolie vallée, c'est vraiment ce côté, effectivement, se retrouver autour d'un lieu, en dehors de Paris, parce qu'en fait, tous les films que j'ai vus de toi, effectivement, ils sont très ancrés sur un territoire, et ça, c'est assez beau, en fait, et c'est ça qui est très touchant, en fait, c'est cette frontière entre l'amateurisme et ce que ça peut provoquer. Et moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans tes films. Merci. Mais c'est marrant parce que donc, l'atelier que donne Michael Dacheux à Paris 7, c'est donc des lieux en quête de fiction, c'est ça ? Voilà. Et c'est donc beaucoup sur la question de la visite ou de comment un lieu, enfin on parlera peut-être mieux que moi, mais comment un lieu peut donner envie comme ça d'une histoire. Et moi, c'est vrai que sur les films que tu as cités, c'est beaucoup ça, hein, effectivement. Hein, c'est en tout cas beaucoup pour Julien, c'est Les Pirates. Sur Une jolie vallée, c'est un peu différent parce qu'il y avait vraiment une chorale dans un village précis qui existait, hein, et c'est d'abord la rencontre avec la chorale qui m'a donné envie de m'installer là. Et alors après, effectivement, c'est une exploration du territoire, mais à partir d'une rencontre, on va dire. Alors que là, c'est vrai que ce territoire dans Seuls les Pirates est un sujet. C'est une vraie question qui est posée au paysage. Donc c'est ces espèces de nouvelles formes d'urbanisme qui sont censées quand même être développées, on va dire, avec toute la bonne conscience possible, puisque c'est écoquartier, etc., avec une élue donc un personnage de Madame Briard qui est plutôt finalement qui a des bonnes intentions, quoi, voilà, mais voilà, c'est fait souvent quand même au détriment aussi d'un certain lien, on va dire pour aller très vite, lien social, et il y a des gens qui sont laissés de côté clairement. Et le personnage de Géraud, moi, m'intéresse, ou de Victoire, puisque c'est comme ils sont tous les deux très proches, parce que ce sont des gens qui ont totalement coupé avec toute action publique. C'est vraiment, ils sont loin de tout là, ils sont loin de l'État, ils sont loin de... Et voilà, ça pose une question, vraiment, qui est une question une question de cinéma et qui peut effectivement se traiter par le paysage, par le plan. Enfin, voilà. Oui, et puis sur les dispositifs là, de voix off, ce que j'adore dans cette séquence et que je trouve terriblement émouvant, c'est que ces invisibles dont tu parles, invisibles dans le paysage, invisibles dans l'histoire, et même invisibles dans les films, puisque c'est pas les personnages principaux, c'est des personnages secondaires, et à un moment donné, ils viennent tenir la narration du film. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que ça aurait aussi pu être leur film. Ça ouvre des hors-champs, des lignes du fuite vertigineuses. C'est pas juste un truc rigolo de point de vue où chacun ramène sa fraise pour dire ce qu'il en a pensé. On a vu La Comtesse au Pinus il n'y a pas longtemps, mais je trouve que moi les changements de point de vue, des fois ça peut être juste un petit peu un truc. Et là c'est pas ça, c'est qu'ils viennent former un chœur, un peu comme au théâtre, de témoins, et où en même temps chacun a vécu aussi sa vie de personnage, mais le film n'a pas pu, parce que c'est impossible, regarder de la même façon tout le monde. Et là ils viennent prendre possession du film, voilà, en le faisant avancer de façon extrêmement dynamique par ce procédé de voix off. Il y a des gens que ça met à distance, hein, la question de la voix off, elle est compliquée aujourd'hui. Autant dans les années 60, c'était quelque chose qui était acquis. Là, aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est dommage, ce moment-là, c'est un moment plus compliqué pour moi parce que ça me met à distance des personnages. » Or, bon, moi, il se trouve que pour le coup, moi, personnellement, la voix off ne me dérange absolument pas. Mais c'est aussi que c'était le moyen d'aller très vite, effectivement, pour accéder au personnage. Sinon, voilà, c'est aussi une sorte de vitesse. C'est-à-dire que tout à coup, il suffit juste de dire 3 phrases en voix off et filmer le visage, et on a accès à une espèce comme ça de portrait presque, c'est l'aventure d'une personne comme ça qui est évoquée de façon comme ça un peu rapide, mais pour moi puissante. Voilà. Je précise quand même que donc, Mickaël parle de film, il le connaît bien puisqu'il était assistant réalisateur sur le film. Mais justement sur les personnages, moi je trouve que c'est quelque chose qui est très proche dans vos deux cinémas, c'est la façon dont vous filmez les acteurs, qui sont pas forcément des acteurs d'ailleurs, et justement comment vous rencontrez ces personnes-là et comment le lien se fait et comment vous en venez à faire des films en fait. Alors je te regarde, mais tu peux effectivement commencer parce que c'est toi qui disais ça, que l'acteur de L'Amour debout, tu l'as rencontré en fait par hasard. Alors dans L'Amour debout, il y a les deux personnages principaux, donc on va dire Léa et Martin, sont joués par des jeunes gens qui vont avoir 25 ans au moment du tournage,
qui ont fait des écoles de théâtre et qui ont un peu joué au cinéma, et dont c'est le métier. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que Paul Delbray, qui joue Martin, j'ai rencontré parce qu'il a joué dans un film de mes étudiants à Paris 7. C'est comme ça que j'ai rencontré. C'est eux qui ont fait le casting pour moi, d'une certaine façon, puisqu'ils l'ont fait jouer dans leur film. J'avais trouvé super, et après, je l'ai appelé l'année d'après, quand j'ai décidé de faire L'amour debout. Adèle Sèche, qui joue Léa, je l'ai rencontré dans le film de Gaël. Il avait fait un documentaire sur un cinéaste qui s'appelle Guy Gilles, il y a 10 ans. Voilà. Et Adèle était toute petite. Elle avait 17 ans. Voilà. Et donc, voilà, c'est avec le souvenir de ce film-là que je l'ai appelé pour faire Léa. Et donc après, il y a des acteurs chevronnés, on va dire, Pascal Serveau et Françoise Lebrun. Et puis, il y a plein d'acteurs, sinon, dont c'est pas le métier dans la vie. Et qui viennent dans le film, dans L'amour debout, faire la même activité que celle qu'ils ont dans la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, le jeune homme au Palais de la Découverte, c'est vraiment un thésard en physique qui fait des tutorats et des exposés, des conférences au Palais de la Découverte. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, en emmenant un petit garçon voir cet exposé au Palais de la Découverte. La jeune fille hôtesse de l'air, elle est vraiment hôtesse de l'air. Le compositeur est vraiment compositeur. Voilà. Et ils viennent faire un peu de cinéma avec nous, mais l'idée, c'était de les filmer tels qu'ils sont. Alors il y a toujours un jeu au sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace, et on s'amuse entre ce qu'ils sont dans la vie et ce qu'ils sont dans le film. Évidemment, ils ne portent pas les mêmes affects, les mêmes relations dans le film que ce qu'ils ont dans la vie. Ça ne nous regarde pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, je les ai pris pour leur phrasé, pour leur type de voix, de gestes, et ça m'intéressait que ce soit des amateurs, comme on dit. Mais du coup, toi, Gaël c'est assez proche aussi. Jusqu'ici, j'ai travaillé souvent soit avec des amateurs, soit avec des amis. Alors, les amis, ça peut être aussi des gens dont c'est le métier comme de jouer, soit avec des jeunes, donc ce qui permet aussi de tout ça pour effectivement un peu éviter peut-être d'affronter la question un peu plombante aussi de l'acteur qui vient avec tout son bagage, son métier, ses autres films, etc. Bon, en plus moi c'est con aussi d'être quand même assez cinéphile. Bizarrement, me donne pas très envie en fait de filmer des acteurs en fait qui ont joué dans des films que j'aime, parce qu'ils sont tellement pour moi puissants dans ces films que j'aime que du coup voilà, je préfère les laisser là où ils sont. Mais oui, après c'est aussi un goût, c'est que j'aime ça, l'amateurisme, ça très très émouvant. Enfin c'est presque le sujet de mon film D'une jolie vallée. Hein. C'est comment effectivement avec toute la force de leur implication, de leur volonté, puisque donc c'est une chorale qui joue les Trois Mousquetaires en les chantant. Ils se fichent éperdument d'être ridicule ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment. Puis la voix, chanter, c'est dur, c'est être nu. Hein, c'est vraiment, c'est pas rien. C'est pas parce qu'il y a les acteurs amateurs, il y a on peut dire, mais le chant, c'est quand même très particulier. Et là, effectivement, des amateurs qui chantent, moi, je trouve ça magnifique. Tout sur l'accident, sur la faille, etc. Je trouve que ça révèle énormément les gens, quoi. Donc oui, c'est sûr que moi, c'est un goût aussi pour ça. Et puis on voit les gens dans Une jolie vallée, le film de Gaël. On voit aussi les gens s'inventer eux-mêmes. Je trouve que le chant, la partition qu'il leur proposait, le contrat aussi de venir faire ce film et de chanter comme ça dans la rue, dans leurs intérieurs, dans la salle des fêtes, etc. pour la caméra, c'est une façon on ne sait comment dire, de s'inventer une autre identité totalement créée pour le cinéma, pour la fiction. Je trouve qu'il y a un pouvoir d'invention extrêmement fort. De réinvention de soi, oui. Voilà, où les gens ne sont pas cantonnés à la petite identité sociale, quoi. Ça devient quelque chose de beaucoup plus vaste, ouvert. Mais je pense qu'il y a de ça de toute façon dans la question de l'amateurisme. Le fait de se réinventer comme mais c'est vital, quoi. C'est pas justement un professionnel, il vient, il a voilà bon. Non, c'est pas vrai. Les acteurs, ils peuvent aussi faire des choses totalement extraordinaires où Marlène Dietrich, elle arrête pas de s'inventer, mais c'est pas. Je sais pas, c'est pas pareil. Non, je pense quand même que c'est un métier.
Comme c'est un métier, elle est payée le soir, tu vois, je sais pas, non, je pense que. Enfin, j'en sais rien, je la connais pas, je vais pas parler avec elle. Si, je pense qu'elle était payée le soir, Marlène, je pense qu'il n'y avait pas de souci. Non, je sais pas, en tout cas, moi, il me semble quand même qu'il y a quelque chose. Alors, non, mais t'as raison de me reprendre parce qu'il faudrait réussir à préciser ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une espèce de ferveur et de. Enfin, plus que de la ferveur, quelque chose qui se joue comme ça chez l'amateur, qui peut être une question de... oui, non, effectivement, peut-être que... Oui, je sais pas. Dans vos films, tous les deux, il y a aussi le fait qu'ils soient amateurs, ça permet aussi une écriture différente par rapport à la personne que c'est, plus que si vous travailliez uniquement avec des professionnels, où il y a un scénario, où lui, il va faire tel métier dans ce film, alors que là, justement, il y a aussi une implication... autre. Non mais peut-être qu'en fait, ce que je n'arrivais pas à trouver, mais c'est ce que dit finalement l'institutrice à la fin d'une Jolie Vallée, en fait, quand elle parle du travail salarié. Et qu'elle dit quand même que voilà, chacun a son travail salarié, on a peut-être rêvé de faire autre chose, mais finalement on a le travail qu'on a. Et qu'à côté, et c'est vraiment ce qui nous réunit, mais c'est autre chose, c'est pas la vie salariée, c'est cette chose, c'est ce qui peut être une passion, qui peut être... Bon, voilà. Et c'est ça peut-être qui me touche, effectivement, c'est que... Peut-être que la vie a fait qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait et que la pratique amateur permet de se réinventer malgré tout. Voilà, c'est ce malgré tout peut-être qui me touche et c'est peut-être ça qu'effectivement, alors qu'un comédien professionnel, il a pu faire finalement ce qu'il voulait, ou, enfin même s'il l'a fait par accident à un moment donné, voilà, il fait vraiment ça, c'est son métier. Ce que j'adore moi aussi, c'est quand ça dépend des films, hein, mais c'est que ça puisse se mélanger. Déjà, je pense que c'est pas le même risque et la même tension dans le plan, parce qu'il peut y avoir un risque d'accident. Enfin, c'est comme travailler avec des enfants ou des animaux. Enfin, non pas que les amateurs soient des enfants ou des animaux, mais il y a quelque chose qui n'a... on ne peut pas se reposer sur les mêmes prérequis techniques. Donc, je pense que pour l'acteur professionnel aussi, c'est intéressant de travailler avec des amateurs. Et après, ça dépend des projets et qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, ce qui me bouleverse à chaque fois, c'est comment les plans, ce qu'on enregistre, nous renseignent un peu sur toutes les possibilités de l'être humain. Et les acteurs, c'est leur métier. Et on devrait davantage voir ça, d'ailleurs, au cinéma, de voir à quel point tout ce que peut un corps... Enfin, et je trouve que moi, le cinéma est un peu pauvre, souvent. Ça manque d'excentricité, mais c'est pas l'excentricité pour être rigolo. C'est l'excentricité pour montrer toutes les forces, les ouvertures, les potentialités de ce que peuvent les êtres humains, tous ces inattendus-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a des acteurs, même des acteurs de théâtre, qui sont bouleversants, parce qu'ils ont une maîtrise de l'outil qui fait qu'on assiste à chaque fois des choses très, très uniques, ce qui se passe devant la caméra. Et l'amateur, c'est plus peut-être à son insu. Voilà, les choses arrivent peut-être davantage par accident, c'est moins maîtrisé. Enfin, voilà. Et des fois, il faut que ce soit un acteur professionnel, par exemple. Là, moi, j'ai vu le dernier film de Desplechin. Il y a des trucs que j'adore dans le film, et notamment parce qu'il y a des amateurs et qui font les flics, c'est des flics, les mauvais garçons, c'est les mauvais garçons. Et il y a Léa Seydoux et Sarah Forestier, et elles viennent, je trouve, comme prendre en charge des destins qui ne pourraient pas être vus autrement que par elles, par leur truchement, parce que c'est des actrices. Et c'est comme si elles se mettaient au service de ces invisibles. Et c'est aussi leur métier d'actrice que de faire ça. Et ça, je trouve ça très beau. Donc voilà, c'est un jeu aussi pour nous, réalisateurs, de travailler avec toutes ces personnes. Finalement, quand on est sur un plateau, après, c'est des personnes, et qui viennent faire des choses devant la caméra. Oui, non, mais moi aussi, c'est vrai que je suis impressionné par le savoir-faire des comédiens professionnels, mais on peut aussi être comédien professionnel et avoir des fragilités d'amateur. Moi, je sais que souvent, je suis très touché, par exemple, par des acteurs qui sont appliqués. Qui s'appliquait, que ça se voit. Ils n'ont pas réussi à gommer cette application. Moi, ça me touche. Parce que si je prends des acteurs hollywoodiens, je préfère des acteurs comme Errol Flynn ou Rita Hayworth, qui ne sont pas forcément des grands comédiens, mais où ils s'appliquent. Et ça me bouleverse. C'est vraiment... Errol Flynn, il est content d'être un héros. Et c'est vraiment... Et c'est un peu... Des fois, c'est un petit peu... C'est pas... Voilà, bon... et même Deneuve. Ou même d'une certaine manière Deneuve. Après, bon, Deneuve, elle a quand même un métier maintenant qui est quand même... Non, elle a du métier, mais à chaque fois, on a l'impression que ça va pas forcément de soi. Enfin, il y a quelque chose que tu as l'impression qu'elle fait vraiment les choses en faisant attention. Elle n'a pas fait théâtre, elle n'a pas de formation de comédienne, c'est sûr. Mais oui, et du coup, vu qu'on parle des acteurs, pourquoi ce choix de Françoise Lebrun, en fait, dans L'amour debout ?
Ça raconte l'histoire d'un personnage qui décide de s'installer à Paris et qui veut faire des films, ce qui est le lot de plein de gens. Et d'ailleurs, je me disais, voilà, c'est tellement ordinaire en fait que ça vaut le coup d'être raconté et de voir aussi comment c'est contemporain, enfin comment ça se passe aujourd'hui. Je trouvais qu'il y avait cette nécessité-là. Et donc, c'était pour moi logique, si on pousse un petit peu la logique du personnage, et ben, qu'ils se mettent à rencontrer une actrice et que ce soit une vraie expérience, une première fois, et que ça ne va pas de soi. Voilà, c'est quelqu'un, le personnage de Martin, qui n'est pas parisien, qui ne vient pas d'un milieu socioculturel où il a l'habitude de fréquenter des gens du monde de l'art ou même de l'édition ou du journalisme, etc. Enfin, je pense que ça se voit, ne serait-ce que dans son corps. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Paul Delbreil, quelque chose de très ancré, terrien et d'un peu maladroit. Et donc je me suis dit, c'est intéressant, mais presque de manière ethnographique, que de montrer cette rencontre avec une actrice qui plus est associée à un film mythique qui est La Maman et la Putain. Voilà. Bon. Il se trouve que par ailleurs, je connaissais Françoise Lebrun, on avait travaillé ensemble sur le départ, puisqu'on était partis quelques jours ensemble et pour répéter avec les comédiens, et j'avais demandé de m'aider, enfin d'être là comme une oreille et aussi nous faire profiter de son expérience, voilà, sur le travail du texte. Et puis et donc je l'avais rencontrée parce qu'elle faisait une voix dans un film de Gaël, à la prisonnière du Pont-aux-Yeux. Et il se trouve que l'année où j'ai décidé de tourner L'Amour debout, j'ai vu qu'il y avait la rétrospective Eustache. Je me suis dit, ce brave Martin qui vient de sa province, etc., c'est bien qu'il aille à la rétrospective Eustache à la Cinémathèque. Enfin, il y avait des liens aussi. Alors je suis tout le temps en train de dire, c'est pas tant que ça un hommage, etc., parce que je trouve ça un peu plombant, l'hommage. Mais j'ai pas choisi Eustache non plus totalement par hasard. Il va pas à la rétro Gérard Houry. Donc voilà, il va à la rétro Eustache. Et non, mais il y a des liens avec le ressentiment social, peut-être, le fait que Eustache vienne du sud-ouest, voilà, et la honte sociale. Et qu'il aille voir La Maman à la Putain, ça fait jamais de mal quand on a 20 ans d'aller voir La Maman à la Putain, voilà, et que c'est aussi une expérience, c'est une première fois qu'il faut prendre au sérieux, mais comme quelque chose de l'existence, pas de la citation ou de la référence. C'est des choses qui nous arrivent, un film, une expérience de spectateur. C'est pas un clin d'œil. C'est des choses qui vous ébranlent, qui vous apprennent des choses sur vous, sur le monde, donc sur vos sentiments, voilà. Et donc il se retrouve face à Françoise Lebrun et il est un peu pâteau, il fait des gaffes, et voilà, il y avait l'idée de que ça puisse aussi être comique, de partir de cette chose-là, de la prendre au sérieux et en même temps que ça puisse être, qu'il puisse y avoir une tonalité un peu comique. Et Françoise a bien voulu jouer le jeu, toujours avec cette idée d'un écart. Alors elle, c'est le plus flagrant puisqu'elle porte le même nom dans la vie et dans le film, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Donc elle joue Françoise Lebrun, mais une autre Françoise Lebrun. Oui, puis en plus, dans son personnage, il y a une forme de bienveillance justement face à cette personne qui connaît pas le milieu. De bienveillance, je la trouve quand même aussi un peu... Ah ouais, non, moi je la trouve aussi très... un peu revêche, mais elle a raison. Parce que moi, ce que je voulais doux. surtout pas, c'est qu'elle vienne faire la fée. Enfin, de l'utiliser comme... parce qu'il y a une voix merveilleuse, etc. De l'utiliser comme une Delphine Seyrig, une Jeanne Moreau, Fabienne Tabar, voilà. Et parce que je trouve que c'est un petit peu frelaté, cette figure féminine qui est un peu voilà, une gentille maman pour les garçons homosexuels, bon, donc, mais par une sorte de ruse du scénario, elle fait quand même la fée même à son corps défendant, puisqu'elle lui présente le voisin d'en face. Voilà. Et en fait, je rebondis sur ce que tu disais, Gaël, et ce que tu disais sur le personnage de Paul Delbreil. C'est vrai qu'il est très terrien. Et moi, ce que je trouve beau, effectivement, dans vos deux films aussi, c'est qu'il y a une façon d'amener les corps qu'on voit pas beaucoup au cinéma dans vos films. Et je pense notamment à un plan dans Julien
où il y a juste un plan fixe sur un personnage et en fait il se tient très maladroitement comme un adolescent en fait, mais qu'on voit pas. Et c'est très beau et Paul Delbray, bien sûr, donc s'il est comédien, il y a moins cette chose-là. Mais effectivement, c'est quand même un physique qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est vraiment des choses que je trouve assez touchantes en fait. C'est vrai que dans Julien, toute la première partie est assez mise en scène. Bon, c'est un documentaire, mais bon, quand même documentaire qui utilise les moyens de la fiction. La musique de film très romanesque, la voix off, au passé simple, etc. Ou à l'imparfait, etc. Et c'est vrai que le jeu, un peu dans la première partie, le jeu des Juliens, puisqu'on ne sait pas trop qui est Julien, c'était effectivement de proposer finalement à des corps qui sont des corps documentaires, des situations qui sont presque des situations de fiction. Et ils sont pris dans une lumière, dans quelque chose, évidemment, qui les magnifie. Mais ça reste quand même ce que j'ai dit des corps documentaires, c'est des garçons qui habitent la Beauce, qui par leur expression physique, je sais pas comment dire, racontent quand même quelque chose de ce qu'ils sont, de leur milieu et géographique, social, etc. Oui, parce que là, tu parles de documentaire avec les moyens de la fiction, et j'ai l'impression que tes fictions, c'est fait avec les moyens du documentaire. Inversement, quoi, il y a un truc de... c'est un aller-retour. D'aller-retour. Oui. Et c'est justement l'impression que j'avais aussi avec le fait de travailler avec des amateurs, parce que, comme tu disais, t'écris par rapport à eux, en fait. Et donc, dans Julien, en fait, c'est des corps comme qui font pas grand-chose. Ils sont juste posés. Enfin, si, ils jouent un peu au foot, ils font quelques trucs. Ils dansent. Oui, c'est vrai quand même. Voilà. Mais disons que, bon, voilà, la mise en scène est quand même très... fait beaucoup pour eux, on va dire. Alors que dans Une Jolie Vallée, c'est eux qui bossent. Là, moi, je les regarde, c'est vraiment... la transfiguration, elle est quand même de leur ressort, de leur fait. C'est vraiment parce qu'ils ont travaillé, parce que... je sais pas, il y a un truc, c'est quand même pas tout à fait la même chose, je pense quand même. Donc la question justement, si on parle de fiction documentaire, le fait qu'on puisse accéder à un moment donné à une émotion de fiction dans Une Jolie Vallée, c'est quand même beaucoup grâce à eux. C'est quand même évidemment il y a un dispositif, etc. Mais quand même, donc je nuancerai un tout petit peu parce que c'est pas tout à fait à chaque fois la même chose. Et dans Une Jolie Vallée, du coup, t'avais écrit le livret pour l'opéra, c'est ça ? Et après, tu devais les répéter avec eux, ou c'est juste t'es venu et tu les as trouvés beaux et tu t'es mis à filmer? Alors, c'est un peu tout ça en fait. Ouais. Pour dire les choses très vite, donc comme ça on va rebondir sur le parcours. Moi, par rapport à mon activité de cinéma, je gagne ma vie sur un truc de niche qui est vraiment, j'écris des livrets d'opéra pour chœur. Et mais depuis très longtemps, avec quasiment tout le temps le même compositeur, Julien Joubert. Et on nous commande, c'est vraiment des commandes, des œuvres sur tel thème. Là, en l'occurrence, on nous avait commandé quelques années auparavant une adaptation des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui a été jouée par différentes chorales en France. Et il se trouve que cette chorale, les Chœurs des Citelles, donc dans ce petit village de Burlatz à côté de Castres, a réuni un petit budget pour... ils nous ont demandé de venir les aider sur quelques week-ends. Donc c'est pas une chose qu'on fait quand même toujours. Mais là, on a fait, c'est-à-dire vraiment de se déplacer et donc, en l'occurrence, pour moi, de les aider à la mise en scène, tout simplement. Et effectivement, quand je suis arrivé, que je les ai vus, que j'ai vu ce qui se passait, cette espèce de solidarité, ce lien entre les gens, comme ça m'a donné envie, effectivement, de faire le film. Et je leur ai proposé de faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire à la fois la mise en scène et à la fois d'inventer des situations pour un film. Est-ce qu'on passe à l'extrait de Michael, peut-être ? C'est la nuit, même au cœur de la nuit, et on démarre par un personnage seul, et souvent ça me touche. Au cinéma, il y a une forme de secret, d'intériorité, et c'est pas le secret comme si on était derrière le trou de la serrure. J'ai l'impression que c'est fait avec le personnage. Le personnage, un peu comme sur une petite scène de théâtre, vient nous montrer son intériorité, comme ça, avec ce personnage qui se lève, donc Léa, la nuit, et... Il y avait une très grande croyance, même conviction, que regarder ce personnage se lever, donc se réveiller, on ne sait pas trop l'heure qu'il est, mais il y a quelque chose d'effectivement, on a l'impression qu'on est un peu seul au monde, comme ça, quand c'est pas encore éveillé dehors. Le monde social n'a pas démarré, donc quelque chose de très particulier dans cette solitude nocturne, et de la regarder marcher, faire griller une tartine, appuyer sur le bouton de la bouilloire, que tout ça c'était intéressant. Et alors, ça c'est un peu chorégraphié, avec des petits gestes, des durées. Là ça se fait entre l'actrice, moi, le chef-op, parce que tout ça s'accompagne avec la caméra, la lumière.
l'ingénieur du son aussi. Enfin, et souvent, en fait, c'est très agréable parce que les gens parlent doucement. Il y a quelque chose dans l'équipe, je me souviens, oui, d'un peu comme ça, très doux. Tiens, tu pourrais faire ça. Bah, fais ça d'abord plutôt. Comment tu ferais? Donc, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'à la fois, on travaille vraiment dans le détail, et il faut que tout ça paraisse extrêmement simple et naturel, et voilà. Et j'avais en tête quand même une séquence en faisant ça, qui elle n'est pas un plan séquence, mais qui nous donne presque une idée de plan séquence. C'est dans Umberto D de Vittorio De Sica, c'est un film de 1951. Vous avez Umberto D, donc, qui est le personnage principal, et qui vit chez une logeuse où il y a une servante, enfin une très jeune fille qu'on voit un petit peu, et à un moment donné, le récit d'Umberto D s'arrête et on voit le réveil de cette servante, effectivement, et qui va faire le café, allumer une allumette, aller de la gazinière à la table, et on est juste avec elle et on la regarde, et c'est toute sa vie qu'on voit. Et cette simplicité-là, c'est aussi parce que dans Umberto D, ce qui me touche beaucoup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi que c'est un personnage secondaire, et qu'à un moment donné, le film s'arrête pour regarder un personnage secondaire, et c'est toute une vie dont on ne voit qu'une page, la page d'un roman dont on aurait pu faire un autre film, voilà, et qui est accueilli comme ça dans le film. Moi, c'est des choses qui peuvent vraiment me bouleverser. Bon, donc là, Léa, c'est le deuxième personnage principal, hein, mais il y avait cette idée que regarder quelqu'un dans un rituel comme ça matinal, ça pouvait nous dire énormément de choses sur elle. Et puis bon, après, la fiction se réenclenche puisqu'elle appelle sa grand-mère. C'est là où elle dit qu'elle s'effondre, en fait, que ça ne va pas, et elles partagent ensemble un morceau de musique, et donc Ma mère Loi de Ravel. Donc Ma mère Loi, bon, voilà, je me disais, c'était un peu associé à l'enfance. Je me disais aussi que Léa, il n'y a pas de parents dans le film, le personnage de Martin ne parle pas du tout de ses origines, voilà, totalement hors champ, et je me dis que Léa, elle avait besoin d'un refuge, qu'elle va disparaître du film pendant un moment. Voilà. Et ça me touche beaucoup aussi quand un personnage disparaît dans un film et d'un coup revient. Il était toujours là, qu'il a vécu et que le cinéma ne nous l'a pas montré, ça me touche. Donc elle disparaît à un moment donné du film, et c'est à ce moment-là, elle va donc chez cette grand-mère, et là la musique ça c'est le cinéma, enfin c'est un truc un peu assez classique, c'est la musique qui nous amène dans la nuit, on voit quelques petites fenêtres éclairées, et hop, on arrive chez Martin, on voit un lit vide, et là il voit son colocataire du moment en train de faire cette crise de somnambulisme qu'il avait annoncé un petit peu auparavant. Et là aussi, il y avait une très grande attention de l'équipe, comme si tous les gestes, grimper cette échelle comme ça, la redescendre, cette attention-là, cette concentration-là, c'est ça qui nous guidait dans le plan, voilà. Avec la lumière, là vraiment le travail du chef-op était très, très important, parce que il fallait que l'image soit aussi un écrin, pour juste ces corps qui bougent comme ça très, très, très lentement. Voilà, c'est un moment un petit peu onirique comme ça du film. Et ce que j'adore, c'est comment Paul Delbray accompagne de façon un peu magnétique le somnambule sans le toucher, juste avec un geste des mains comme ça tendu, et le raccompagne au lit. Et il y a quelque chose un petit peu qui n'a jamais été très très conscientisé, mais quand même sur l'idée de la gravité ou du magnétisme, des atomes qui parcourent un petit peu le film. Le somnambule, donc c'est un physicien, et puis j'ai l'impression, je crois que c'était toi qui m'avais dit ça, Gaël, que dans le montage, il y avait un truc qu'on avait l'impression qu'il arrivait quelque chose à l'un, et par une forme pas comme pour des planètes, enfin de système d'attraction terrestre, je sais pas, il se passait quelque chose sur une autre planète, voilà, et donc là c'est ça, on a Léa, il lui arrive un truc, mais là hop, il arrive un autre truc à Martin, et on sait pas trop ce qui se passe, c'est très secret, dans le cœur de la nuit, voilà, avant de passer à une autre partie. C'est la partie la plus silencieuse, quand même, je crois, du film. Non, c'est pas vrai, il y a d'autres moments, avec la grand-mère dans le jardin, comme ça ils disent pas grand-chose, c'est juste des petits gestes, mais disons qu'il y a des moments dans le film où les personnages vraiment doivent parler, c'est important pour eux, et des moments où juste ils font des actions, et là c'est un moment où il y a très peu de paroles. Voilà. Ouais, et puis ça fait vraiment un peu cinéma fantastique, quoi, vraiment parce que justement les gestes sont si précis
si fragile en même temps. J'aime bien cette scène aussi parce que elle nous fait rentrer dans un lieu complètement différent. Et effectivement, on est dans la nuit, on est dans le rêve, on est ailleurs en fait, pas totalement. Oui, puis il fallait que ce soit quand même assez... qu'il y ait toujours une petite vibration et qu'effectivement, comme tu dis, ce soit très précis, très concret. Moi, j'ai toujours très peur au cinéma quand on commence à faire attention poésie, ou attention Cocteau, attention Carax, où là, je me dis, oulala. Non, parce que c'est vite de l'imagerie. Bon, j'adore Cocteau, parce que justement, il y a cette fragilité de l'amateur et de l'artisanat. C'est pas le rouleau compresseur de la poésie, où on sort toute l'artillerie pour dire « Regardez comme je suis un poète ». Non, il y a quelque chose comme ça de très fragile. Adolfo Arrieta aussi, des cinéastes comme ça qui travaillent, évidemment Franju, qui travaillent un imaginaire fantastique, mais avec quelque chose d'extrêmement artisanal et finalement concret. Et c'est ça, Cocteau l'a dit 1000 fois et très bien, que plus c'était concret, plus c'était poétique, que ça venait c'était très trivial en fait tout ça. Et que ça se fait avec les mains, à quelques-uns, et on invente. Il faut toujours essayer d'inventer parce que sinon on reproduit des images. Voilà, et ça nous pend toujours au nez parce que c'est un risque. Et est-ce que tu peux nous parler de la production de L'Amour debout ? Comment ça s'est fait ? Tu as tourné sur 1 an, c'est ça ? Sur 10 mois, entre octobre et juillet, à raison d'un week-end par mois. Voilà, ça venait d'une grande frustration de ne pas tourner. J'avais tourné sur le départ en 2010, je crois, et en 2010-2011, en 17, je sais plus. Quand je me suis dit que j'allais faire L'Amour debout, c'était quand Moi j'ai noté octobre 2016, juillet 2017. 2016. 2016, ouais. Et en 2016, ça faisait 6 ans quand même. Il y avait une frustration de ne pas tourner et aussi que... Alors, je la fais dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, j'adore marcher, me balader, aller dans des endroits. Et souvent, comme on en parlait tout à l'heure, les lieux, souvent, éveillent des désirs de fiction, de personnages. Voilà, j'ai besoin d'un endroit concret pour que quelque chose comme ça s'allume et que je commence à y voir des plans. Bon. Et donc c'est super, mais quand ça reste trop à l'état de fantasme, c'est quand même très très frustrant. Et puis il y avait aussi des gens. Je me souviens que quand j'avais vu ce jeune homme au Palais de la Découverte faire léviter ces plateaux, etc., je trouvais ça merveilleux. Et je me disais, tiens, il faudrait filmer ça. Juste ce mélange d'extrême juvénilité et d'assurance en train de faire ça qu'il fait tous les dimanches ou une fois par mois. Je trouve ça intéressant. Ouais. De même, j'avais été voir la maison de Ravel à Montfort-l'Amaury et la visite était faite par cette vieille dame qui joue la grand-mère de Léa dans le film, là, Claude, et je la trouvais merveilleuse, très vieille, très ridée, très belle, très gouailleuse. Et on dit, il faudrait filmer cette dame, faire ce truc, c'est intéressant. Et puis peut-être ça va s'arrêter. Enfin, comme le cinéma comme archive qui enregistre des gens en train de faire des choses. Pour moi, c'est la base quand même. Cette force de grande anthropologie comme ça des actions et des émotions humaines, c'est ce qui m'intéresse et qui m'émeut au cinéma. Et bon, ça, je le raconte souvent, parce que souvent, je pense à Cavalier. En fait, je me dis, tiens, lui, il a trouvé quelque chose qui fait que sa caméra est toujours là pour pouvoir recueillir ces choses-là. Mais je me sens pas du tout quand même l'âme, ou en tout cas l'usage d'un cinéaste diariste, et j'ai besoin d'une forme de dispositif, peut-être d'être à plusieurs, ou d'une certaine manière qu'on dise action. J'adore les films de Cavalier, mais je me vois pas du tout tout seul chuchoter derrière ma caméra dès que je vois un moineau et dire c'est formidable. J'exagère, je dis ça avec beaucoup d'admiration et d'estime en plus pour Cavalier, il le fait très bien, mais voilà. Et je crois que j'aime quand même aussi la distance que ça produit finalement la machine cinématographique, même si c'est tout petit, même si on est 3, mais juste se dire qu'il y a un tournage et on a rendez-vous à 9h parce que c'est dans le plan de travail, enfin, ça m'intéresse en fait, cette chose-là. Donc, bon, je trouvais pas d'argent pour les différents projets que j'avais, je me suis dit, bon, ça suffit, arrêtons de demander de l'argent, évidemment, mais c'est aussi une façon de demander de l'autorisation à Papa CNC ou Maman Région. Là. Donc, au bout d'un moment, l'autorisation
arrêtons de la demander et prenons-la. Et ça me paraissait extrêmement capricieux, romantique pour le coup, et de partir filmer pendant 3 ou 4 semaines avec des gens, etc. Je me dis, les pauvres, ils sont leur famille, leurs femmes, leurs maîtresses, leurs enfants, et leur boulot, enfin tout simplement. Et ça me paraissait impossible. Donc je me suis dit, si on tourne un week-end par mois, ça devient possible, même amusant. Ça devient comme des retrouvailles, des rendez-vous. Les gens et moi-même, je fais partie, je suis un genre, pouvons continuer à gagner notre vie, à faire notre activité salariée, et un week-end par mois, on va se retrouver pour faire ce tournage. J'étais aussi encouragé par des films qui se sont faits comme ça. Renette et Mirabel de Rohmer, c'était tourné pendant les vacances scolaires. Le premier film de Satia Gitré. Voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et puis de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Adèle Sèche, elle faisait son école à Rennes, donc elle ne pouvait pas se libérer autrement. Moi, j'avais mes ateliers par ailleurs pour gagner ma vie. Et là, ça devenait possible. Voilà. Donc c'est un film qui s'est fait avec le possible, vraiment. Et finalement, j'avais envie de dire, la mise en scène, c'était le plan de travail et la production. Je crois que c'est toujours ça. Mais on l'oublie parce qu'il y a beaucoup d'autres gens sur une équipe qui prennent ça en charge et qui ne veulent pas qu'on s'en occupe comme réalisateur. Ils te disent, occupe-toi de ta mise en scène. Or, moi, je crois que la mise en scène, c'est le plan de travail et la production, en fait. Et donc, je m'en occupais beaucoup, en fait. Je savais où c'est qu'on tournait, donc j'ai choisi des lieux qui n'étaient pas loin de là où habitent les gens, tout en fonction des disponibilités des gens, dans des lieux souvent où je travaille ou que je connais très bien. L'atelier que fait Martin dans un collège, parce que moi-même j'avais un atelier là avec ces collégiens-là, j'ai pas fait un casting pour chercher les meilleurs collégiens d'Île-de-France. J'avais une classe et un beau jour je leur ai dit, est-ce qu'une matinée vous voudriez bien qu'on vienne tourner? Ils ont dit oui, super. Et voilà, et c'était la prof qui faisait l'atelier avec moi. Donc voilà, tout ça c'est fait avec les éléments que je connaissais. Voilà. Puis aussi que je suis allé chercher pour le film. Il y avait, comme les gens d'ailleurs, il y a des gens que j'ai rencontrés aussi pour le film, mais tout le monde a dit oui. Voilà, les choses se sont faites après en fonction de ces possibilités-là. Et tu as eu le prix du film en cours, c'est ça, à Belfort? Oui, ça nous a... Donc là, il n'y avait pas un sou pour tourner le film. J'ai mis de ma poche l'argent pour payer à manger aux gens, etc. Et j'ai commencé à monter tout seul aussi au fur et à mesure. Et puis, il y a un monteur, Clément Pinto, qui m'a rejoint après dans le montage, parce qu'il fallait un écart. Quand une des matières, mais pas, il ne s'agissait pas de raconter ma vie, mais disons qu'une espèce de ressource d'inspiration pour faire le film, c'était l'autobiographie. Donc c'était important qu'il y ait quand même un pas de côté et qu'il soit amené par un monteur ou une monteuse. Donc là, c'était Clément qui était super. Mais j'avais fait, moi, un premier ours, on appelle, une première version. Et donc on a travaillé avec Clément et on a envoyé ça donc à Belfort, ils ont un dispositif d'aide qui s'appelle Film en cours, et c'est pour aider des films en fin de post-production. Donc on a eu cette aide-là, ce prix-là, qui nous a beaucoup soulagés pour la fin de la post-prod, étalonnage, mixage, montage son, voilà, même si on se serait débrouillé autrement, mais voilà, quand même ça permettait de travailler dans des conditions plus confortables. Et puis c'était surtout aussi une première légitimation presque de l'extérieur, parce qu'on tournait ce truc-là. Je rigolais tout à l'heure avec Papa CNC et Maman Région, là, mais effectivement, le fait que on tournait dans une quasi-clandestinité presque. Il y avait cette idée on savait pas, il n'y avait pas de distributeur, on ne savait pas si le film allait être montré. Alors, je savais qu'on ne faisait pas un film de potes entre nous, c'était pas ça, mais rien n'était moins sûr que ce film allait exister dans l'industrie, allait être lancé, ouvert, offert, envoyé à un public. Donc on l'espérait tous, mais on n'en savait rien, puisque personne ne s'était engagé, ni chaîne de télé, ni distributeur, ni rien. Donc le fait qu'un festival renommé comme Belfort, etc., donne un prix, effectivement, ça a rassuré un peu tout le monde. Et puis après, évidemment, donc, il y a eu la sélection à Cannes. Et c'est ça, en fait, aussi qui m'a fait le plus plaisir. C'était super pour moi, pour le film, et c'est aussi pour l'équipe. Se dire que voilà, ça existe, c'est un film, il est tamponné à un endroit aussi où on dit, ben voilà, cette chose-là, elle existe
et pas que pour vous, et ça c'était très important. On va peut-être préciser, du coup, la CID, c'est donc une association de cinéastes. Ouais. Donc, c'est les cinéastes qui ont été sélectionnés l'année précédente qui vont faire une sélection des films pour... À peu de choses près, oui, c'est ça. Oui, c'est une association de cinéastes qui œuvrent toute l'année pour la diffusion du cinéma dit indépendant, et ils profitent de Cannes comme une vitrine pour mettre en avant 9 films. Donc, c'est une programmation, voilà... faite par les cinéastes, effectivement, la majorité, ceux qui étaient sélectionnés l'an dernier, l'année d'avant, puis d'autres, voilà, c'est un collectif de cinéastes programmateurs. Oui, et ça permet en fait d'avoir une tournée en fait du film partout en France. Enfin, souvent, ça donne des... il a CID un réseau de salles. Ouais, c'est ça, en gros, après, il y a le travail du distributeur, oui, qui de sûr. toute façon, voilà, l'idée c'est que le film soit montré le plus possible, et puis... quand ça suffit pas, la CID peut prendre le relais avec un réseau de salles adhérentes, avec l'idée d'organiser des rencontres. Oui, parce que en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à Seuls les Pirates, du coup, qui est encore inédit en salle en fait, et qui n'a pas de distributeur, c'est ça. Ça y est, on a Ah, ça y est. Bon. C'est un scoop. Moi, j'ai vu donc Une jolie vallée et La nuit tombée, pardon, j'ai eu l'Omnia à Rouen. Et en fait, avant, il était seulement passé au Saint-André-des-Arts, il me semble. Donc aux séances de 13h que fait le Saint-André-des-Arts, qui est une vitrine, mais qui est quand même assez limitée pour... Après, c'est un moyen-métrage. Ouais, donc, c'est un moyen-métrage. D'abord, il a eu une petite vie de festival, et ensuite, donc, la sortie au Saint-André-des-Arts, aux séances de 13h pendant 15 jours, a permis quand même pas mal de relancer quand même des projections plutôt sous forme de séances rencontres en général en province. Mais il y a eu quelques exploitants qui l'ont pris quand même, alors soit sur effectivement quelques soirées, soit comme à Rouen, effectivement, pendant, je sais plus, quelques séances durant la semaine. Ouais, moi je l'ai vu en journée. Moi j'estime que pour un moyen-métrage, c'est déjà beaucoup quand même. Moi j'étais très content. Ça, oui, non, mais en fait, oui, je trouve que en fait, dans vos deux parcours, il y a vraiment les festivals qui ont l'air très très importants, que ce soit le FID ou Brive ou Belfort, ça a été quand même des choses qui ont permis de vous donner une visibilité. Moi, pour le coup, je dois quand même beaucoup à Jean-Pierre M au FID. Ouais. Quasiment tous mes films ils sont passés au FID. Donc c'est quand même l'endroit où effectivement c'est aussi que le type de film que je fais effectivement correspond, je pense, à ce qu'il recherche. Mais c'est jamais gagné. C'est pas pour ça qu'il va. D'ailleurs, je pense que un de mes films les moins bons, il les a pas pris. Il a eu raison. Je dirais pas lequel. Mais oui, non, bien sûr, c'est important. C'est important, et je pense que de plus en plus, de toute façon, pour ce genre de film, c'est l'endroit quand même où... c'est un bel endroit pour voir les films, quand même. C'est un endroit où les gens je sais pas, laissent de côté un peu leur rythme de vie normal, et puis ont une disponibilité, qui leur permet de s'intéresser à des formes, dispositifs, rythmes qui sont pas forcément ceux qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Donc après, bon, c'est vrai que quand il y a la salle, là, c'est formidable. L'expérience de Michael avec L'Amour debout, c'est génial, c'est sûr. Mais moi, mon premier film, comme une présence, a été aussi au FID. Et je crois vraiment que ça a été essentiel. Ça a été comme un... C'est bête. En tout cas, moi, j'ai besoin aussi d'encouragement et d'une façon de légitimer, une reconnaissance. Et je suis pas sûr que j'aurais continué. Et rien ne me prédisposait forcément à faire du cinéma. Et j'avais un peu l'impression que j'avais pas le droit. J'avais pas le droit. Et que le film soit pris en compétition française, mon premier film, La Commune Présence, au FID, c'est une exposition, c'est quelqu'un qui voit votre travail et qui ça vaut le coup qu'il soit montré. Ça m'a vraiment énormément... je ne me suis pas dit que je devenais cinéaste, je ne sais pas quand est-ce qu'on le devient, quand est-ce qu'on peut se dire ça socialement, puis c'était pas la question, mais en tout cas, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à continuer là-dedans. Donc ça a été essentiel. Puis bon, le FID, c'est quand même c'est un endroit particulier. C'est quand même Jean-Pierre M a été un des premiers à essayer de rechercher justement des films qui échappent à la traditionnelle répartition fiction documentaire. Bon, maintenant c'est beaucoup plus courant, mais c'est un premier. Donc il y avait déjà une ligne éditoriale très forte. Et par ailleurs, c'est à Marseille au début de l'été, donc les salles sont pleines.
aussi. C'est pas toujours le cas de certains festivals un peu pointus. Donc c'est aussi une reconnaissance tout bêtement de savoir que le film est vu, en fait. Bon, il y a 2 ou 3 séances, mais le film est vu, alors, y compris d'ailleurs par des gens, parce qu'il y a pas mal de Parisiens qui descendent, etc. Donc il y a des réseaux d'amis, etc. Mais c'est pas rien. C'est vrai que sur ce genre de film, c'est vraiment important. Et peut-être que, en fait, ce que tu disais sur le fait de ne pas te sentir légitime, en fait, moi, ça me rappelle les personnages de tes films, notamment dans L'Amour debout. Et ce que j'aime bien, j'avais vu sur le départ, je l'ai vu il y a longtemps ici, et je trouvais que L'Amour debout, c'était un peu le contre-champ, en fait, du personnage de Sur le départ, qui se retrouve à Paris. Et en fait, ce qu'on ne voit pas sur le départ, ça se passe dans L'Amour debout. Oui, Sur le départ, ça raconte l'histoire de 2 jeunes gens qui se séparent à l'âge de 17 ans dans une ville qui est ma ville natale, où j'ai grandi, où je suis né, où j'ai grandi et de laquelle je suis parti à 18 ans, donc Mont-de-Marsan dans les Landes. Et le film se passe sur une 12-13 ans, entre 17 et 30 ans, à chaque fois que celui qui est parti revient. Voilà, et on filme à chaque fois les retrouvailles de ces 2 garçons et de celui qui est parti, les retrouvailles aussi avec la ville et d'autres gens de la ville, voilà, les témoins, le cœur de la ville, dont on parlait tout à l'heure. Et on ne voit jamais la vie de celui qui est parti à Paris. Ça reste toujours hors champ. Voilà. Et effectivement, L'Amour debout raconte l'arrivée de celui qui est parti à Paris. Donc évidemment, ça poursuit d'une certaine manière, même si les 2 films, évidemment, je pense qu'ils ont des points communs, mais sont aussi très différents par plein d'aspects. Donc oui, y a cette idée de ce rapport, comment dire, qui n'est même pas un sujet, mais qui est comme une réalité, enfin, ce rapport problématique, donc intéressant, entre la province et Paris, quelque chose qui m'intéresse. Et d'ailleurs, je crois que ça irrigue beaucoup la façon dont Paris est filmé dans L'Amour debout, qu'il y a quand même un regard de provincial. Ça se passe à Paris, mais j'ai l'impression que ça se voit, que c'est pas évident. Et justement, on en parle, on nomme les choses. Ah tiens, un nom de rue, un bâtiment, c'est quelque chose qui ne va pas de soi pour Martin et pour le film. Et on est un peu dans son regard. Et c'est une histoire, c'est quelque chose qui a été là, et donc c'est intéressant. Là encore une fois, c'est pas dans l'hommage, c'est pas parce qu'il y a une plaque Verlaine ou je sais pas quoi comment dire, enfin c'est pas du clin d'œil, c'est de l'existant, l'histoire et les œuvres culturelles qui sont dans le film. Pour moi, c'est comme du mobilier urbain ou des plantes. Enfin, je veux dire, c'est du réel dont les personnages se saisissent aujourd'hui. Voilà. Donc, et comme les personnages du film, là, dans L'Amour debout, commencent à travailler, parce qu'ils sont très jeunes, dans le milieu, on va dire, socio-culturel, mais de façon très, très précaire, avec des petits boulots, c'est normal. Enfin, je me suis dit que c'était logique qu'ils parlent de cinéma, de livres, enfin voilà, parce que c'est et puis moi je trouve que dans la vie, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et en fait, j'avais pas mesuré peut-être que ça pouvait prêter à malentendu. On cite une œuvre culturelle dans un film, beaucoup de spectateurs se disent « Ah ben tiens, c'est les goûts du réalisateur et c'est un hommage », mais c'est compliqué de sortir de ça, alors que là, c'est plutôt des personnages qui se saisissent de quelque chose aujourd'hui, au présent, et qui est existant. Et comme si aussi au cinéma, on ne voulait pas voir ça, parce que déjà citer une œuvre culturelle, ça amène du référent, donc ça peut éventuellement faire sortir de la fiction. Mais, et puis, bon, en plus, il ne faut pas se leurrer, je pense que tous les gens qui ont vu L'Amour debout, quand même, connaissent Deleuze ou Eustache, et s'ils ne le connaissent pas, le film est très pédagogue avec ça, enfin, explique, etc. Donc, il y a je l'espère, enfin, c'est pas du tout, en tout cas, quelque chose de to the happy few. Voilà, pour moi, c'était vraiment montré de façon très, mais presque plate, quoi, enfin, banale, ce que c'était que rencontrer ces rues, ces films, voilà. D'ailleurs, j'imagine que Martin et Léa, c'est une référence du coup à Cavalier. Et bien pas du tout. Pas du tout, c'est non, vrai. Mais non, mais ça. Mais ouais.
Non, mais je suis allé débrouiller. Non, c'est que non, il s'appelait Léa et Martin. En plus, j'avais pas vu le film de Cavalier, je savais qu'il existait. Ouais. Et un beau jour, je me suis dit, ah, Martin et Léa, mince, Cavalier. Donc, non, déjà, j'avais fait des progrès. Parce que sur le départ, les personnages s'appellent piano et clarinette. Parce que je trouve ça toujours extrêmement arbitraire que de donner un nom, d'un coup, comme ça, cette forme qui est le personnage est baptisée, mais pourquoi Sandrine plutôt que Ginette, je sais pas, enfin c'est très très et en même temps aujourd'hui je pense que je le ferai avec beaucoup de plaisir parce que c'est une joie quand même aussi d'aimer le personnage et donc lui donner un nom comme on choisit les vêtements avec l'acteur, mais quand on choisit les vêtements moi c'est un peu plus concret, existant, et puis on y est, le film est en train de se faire. Quand c'est sur le papier c'est très difficile, je trouve, l'arbitraire du scénario et de l'écriture, et pour moi ça se loge beaucoup dans le prénom. Donc je m'en étais sorti, ça m'amusait aussi, c'était des musiciens et chacun portait le prénom de son instrument. Donc on avait piano, clarinette, basson, hautbois, vraiment. Bon, je me suis dit ça suffit. Ma haine du naturalisme, c'est un peu calmé. Je me suis dit quand même, les gens ont le droit d'avoir des prénoms au cinéma. Il y a plein de films merveilleux où les gens s'appellent Pierre, donc ça suffit. Donc là, il s'appelle Léa et Martin. Mais manque de bol, il y a un film de Cavalier qui s'appelle Martin et Léa. Et bon, j'y avais pas pensé. Quand je l'ai vu, je trouve le film bien, mais je ne suis pas non plus complètement fan du film, mais je le trouve très bien. Mais il est loin quand même de L'amour debout. Mais c'était un peu trop tard. Dans ma tête, il s'appelait déjà les Martin. Alors, s'il fallait en plus repartir, fallait tout changer, j'ai eu la flemme. En fait. Non, mais en fait, de toute façon, j'avais pas remarqué avant que t'en parles là maintenant, et en accolant les noms, je me suis dit, en fait, c'est forcément une référence. On n'a pas parlé de ton parcours, finalement. On a dit que t'es autobiographie. Non, mais j'ai raconté un petit peu déjà le Mont-de-Marsan, voilà. Mais peut-être parler des ateliers, par exemple. Le travail salarié, oui, le fait de faire des ateliers de réalisation, de programmation aussi, comme fait Martin dans le film, pour gagner ma vie, et aussi parce que j'y ai beaucoup appris. Et puis que je continue, et que ça continue de m'intéresser, et que cette question effectivement de la transmission me touche. Bon. Et là, en l'occurrence, dans L'amour debout, que c'est des gens très jeunes, pas du tout établis socialement, qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire encore, et qui sont sommés, pour gagner quelques sous, de déjà transmettre le peu de choses qu'ils ont, c'est-à-dire leurs quelques connaissances. Et je trouvais qu'il y avait là quelque chose aussi de contemporain. C'est tout que des petits boulots, hein, et puis même une forme d'ubérisation de la culture. Là, Léa qui fait ses visites, on voit bien qu'elle n'a pas de patron derrière elle, elle a sa petite trousse où les gens lui filent un billet comme ça, de la main à la main à la fin de la visite, comme si elle avait inventé son propre parcours. Et ça, oui, je trouve ça intéressant à montrer aujourd'hui, et encore une fois avec l'impression que c'était pas montré au cinéma, qu'il y avait une forme de déficit de représentation de cette petite classe moyenne qui a fait des études, qui a lu quelques livres et comme ça, mais qui n'est pas riche pour autant. Et je trouve qu'il y a un grand malentendu sociologique au cinéma, c'est que souvent on pense que les gens cultivés sont riches. Or c'est faux. Enfin, et que souvent aussi les gens sont assignés, les pauvres sont assignés à une place de pauvre par le scénario, de façon souvent très déterministe, et donc ils ont du mal à sortir. Et souvent les riches, c'est même pas questionné. Il y a des comédies dans des immenses appartements où l'appartenance de classe n'est même pas soulevée parce que c'est parce que ça va de soi. Voilà. Et je trouvais que cette classe, mais assez large, de classe moyenne, qui travaille dans le monde socio-culturel comme ça, est peu montrée. Et que comme tout milieu, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'à l'intérieur de ça, il y a des rapports de pouvoir. Ça m'amuse quand le personnage de Martin croise un jeune critique qui a à peu près son âge là, à la Cinémathèque, et qui se toise un petit peu. Toi, tu en es, moi, j'en suis pas. Et puis lui, il raconte ce que c'était que d'aller faire une séance en province, etc. C'est intéressant parce que c'est du milieu, c'est des us et coutumes, enfin, c'est cinématographique, et c'est étonnant d'ailleurs parce que des fois j'ai des accusations comme ça de
d'entre-soi. Mais quand on filme 4 garagistes en train de réparer une bagnole, on dit pas que c'est de l'entre-soi. C'est bizarre, dès que les gens lisent un livre, on dit que c'est de l'entre-soi. Dans la vie, les gens lisent des livres, quand même, on a le droit de montrer ça. Enfin, et donc voilà, il y avait ce désir de filmer aussi ce milieu social, tout simplement. Ouais. De façon très juste. C'est ce qui m'a beaucoup ému, entre autres, en fait, dans ton film, c'est que, faisant partie de ce milieu-là, c'était vraiment... tu filmes les lieux que je fréquente au quotidien, avec où j'ai vécu... Bon, moi, je suis parisienne, mais j'ai quand même vécu à un moment la découverte de la ville, le moment où tu te l'appropries toi, où justement, tu choisis les lieux que toi, tu décides de visiter et d'aimer et tout ça. Et donc, il y a vraiment cette chose-là qui m'a beaucoup émue. Et parallèlement, comme j'ai étudié avec toi, j'ai été une de tes élèves, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est de voir en fait tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as appris pendant les ateliers, c'était incarné en fait dans un film sur le regard que tu portes sur les lieux et sur les gens, sur comment on arrive quelque part. On découvre un lieu, on découvre des gens et on crée quelque chose à partir de ça, le côté de créer à partir de ce qu'il y a là et un regard extrêmement doux et extrêmement bienveillant en fait, qui m'avait... C'est pas du tout une question, c'est juste un regard... Moi j'ai trouvé qu'il y avait un regard d'amour en fait que tu portais sur tout ce qu'il y a, tout ce qu'on voit en fait, et que c'était très touchant, très émouvant. Merci. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que la question de la bienveillance, je trouve que c'est une vraie question de cinéma en fait. Je crois que c'est Romer qui dit que le cinéma est obligatoirement optimiste. Alors, mais pourquoi il dit ça? N'importe quoi, on fait ce qu'on veut. Enfin, et puis la vie n'est pas drôle, on peut être très cruel, effectivement, oui. Alors, c'est historique aussi. Enfin, il vient je ne sais pas en quelle année il dit cette phrase, mais je pense qu'il y a des circonstances historiques aussi où on a presque une nécessité, une éthique à être optimiste et que c'est plus compliqué peut-être dans d'autres périodes, j'en sais rien. Et qu'effectivement, comme le cinéma enregistre l'existant, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Enfin, je veux dire, comment dire, et c'est vraiment, ce serait très volontariste de la part de l'auteur que d'être, comment dire, un regard cynique. Pour moi, c'est pas l'auteur, c'est l'auteur et c'est pas le monde. Et je crois que le cinéma, lui, moi, j'ai encore cette croyance-là qu'il est là pour nous promettre le monde, voilà, et nous donner à voir. Alors, et j'adore certains films cruels, hein. J'adore Buñuel, voilà, j'adore Chabrol, mais il y a toujours quand même, il y a des acteurs merveilleux, il y a des moments de grâce. Enfin, je trouve qu'on n'a pas le droit, en fait. Faut vraiment être très con pour tout noircir, y compris dans les moments, dans des choses qui a priori sont pas drôles, parce que donc oui, qu'on puisse regarder des choses assez simples et des gens s'accueillir avec cette difficulté-là. Le film parle de ça, comment ça peut être difficile, qu'il peut y avoir de la peur à aller vers l'autre, mais que ils essayent quand même. Mais c'est ce que dit Marie Rivière dans le bonus, du DVD aussi, parce qu'elle avait vu le film en salle avec Rémi Michael, et elle avait été touchée justement par quelque chose, peut-être qu'on trouve chez Romer, pour le coup, je sais pas, mais en tout cas qui est effectivement que les conflits peuvent se résoudre sans se crier dessus, sans se taper dessus, par la parole. Et effectivement, dans la vie, quand même, je crois, enfin ça dépend peut-être des gens, mais quand même que globalement, on passe pas son temps à s'entretuer quand même, quoi. Enfin bon, faut peut-être relativiser ça, mais quand même, et qu'il y a une excitation du spectateur des fois, fait qu'on peut-être, je sais pas, qu'il faut y prendre garde à désirer, je sais pas, une espèce d'intensité, je sais pas, de méchanceté, de cruauté, en tout cas de quelque chose qui est quand même finalement assez loin de la vie, et en tout cas c'est réclamé par... Et surtout qui est spectaculaire et un peu bête, parce que moi je crois qu'effectivement dans la vie il y a des choses extrêmement cruelles et violentes et irréconciliables, notamment les rapports de classe, mais que ça passe de façon extrêmement larvée
pas tout le temps, de façon tout le temps visible, ostentatoire, et que c'est plus réaliste finalement de filmer des choses dans sa dimension non spectaculaire, même si le cinéma, évidemment, formalise, ordonne, ne nous jette pas en pâture comme ça le chaos de la vie. Évidemment, il l'organise d'une certaine façon. Mais quand même, la bienveillance, c'est très souvent vu comme un truc de bisounours, quoi. Ouais, c'est quand même clairement, c'est vraiment genre, t'as pas de couilles, quoi. Tu vois, c'est... Non, il y a un truc un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire que et quand on voit comme souvent les gros films de grands festivals, c'est quand même un peu la course à l'humiliation, je sais pas, à des rapports entre les gens qui sont sordides, etc. Et c'est très sexy et très excitant. Donc, moi, ça me pose une question, comme toi aussi. Je sais. Non, mais moi, ça m'intéresserait de parler de ces histoires de domination et de violence. Je dis pas que c'est pas des sujets dont doit pas s'occuper le cinéma, mais c'est plus le rapport à la situation qui serait totalement déjà prémâché et qui viendrait effectivement de façon totalement arbitraire à mener de l'obstacle, du personnage antagoniste. Ça, on en parle souvent, c'est dans les scénarios souvent. Il faut qu'on ait de l'empathie pour le personnage principal et qu'il ait des personnages opposants et des obstacles, etc. Bon. Moi, souvent, les obstacles les plus intéressants, je trouve, ils sont intérieurs. Enfin bon, donc après, je dis pas qu'il y a... Quoi, non ? Bah non, ça peut être la classe sociale. Oui. Mais tu vois, ça peut être la situation. C'est dans ce qu'on a revu il y a quelques jours les Feux de la rampe de Chaplin, et c'est assez extraordinaire justement sur le fait que, alors qu'ils sont des personnages qui sont dans une situation quand même plutôt de pauvreté, de misère, de difficulté de travailler, il y a, c'est un exemple assez intéressant parce que il n'y a pas vraiment de personnages antagonistes en fait. C'est-à-dire les personnages qui pourraient être un peu méchants, il y a la logeuse au début, qui est un peu la caricature de la logeuse qui dit du mal des filles de petite vertu et qui est grippe-sous, mais très vite, on l'emmène un peu ailleurs parce qu'on se rend compte que dès qu'elle a un petit coup dans le pif, finalement, elle aime bien le personnage de Chaplin. Alors, ça la sauve pas, ça en fait pas forcément un personnage sympathique. C'est juste qu'elle est dévitalisée dans son côté opposant. Pareil pour le personnage qui organise des tournées, je sais plus, ou l'agent, je sais plus, qui trouve que le clown, là, Calvero, est totalement nul et il faut le virer. Mais quand même, comme quand il était petit, c'était un clown star, il se dit on va pas le virer. Ça ne fait pas non plus quelqu'un qui a une grande bonté d'âme, c'est juste que finalement, il pense à son enfance, il se dit bon, voilà, c'est un peu méprisant, mais mine de rien, il est aussi dévitalisé dans son caractère d'opposant. Et sans arrêt comme ça, c'est assez incroyable parce que finalement, c'est jamais... il y a une construction comme ça de l'être humain dans les personnages qui est toujours par où on peut les prendre et qui seront beaux, quoi. Voilà, mais qui n'est jamais béni oui. Et ça, c'est très compliqué. C'est vraiment une grande question pour moi de cinéma, quand même. Mais je crois que moi, les films que j'aime le plus, quand même, sont profondément humanistes. Chaplin, Renoir... Oui, après, c'est aussi quand même une question d'époque. Le cinéma aussi classique, pour moi, il repose quand même sur deux grosses crises, qui sont les crises de 29 et la Seconde Guerre mondiale. Et à chaque fois, il a bien fallu s'en remettre et trouver, dans les années 30, donc après la crise de 29, comment représenter cette dévastation sociale. Et puis, voilà, évidemment, encore plus après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est un petit peu ailleurs quand même. Donc, la question de l'humanisme, elle est beaucoup dépassée par d'autres choses. Enfin, on pense beaucoup avec le numérique, la robotisation, etc. On a l'impression qu'on est dans une espèce de post où quand tu parles d'humanisme, on te regarde avec des yeux ronds en disant mais de quoi tu parles, quoi, c'est un vieux truc, quoi. Non, mais il y a une émotion au cinéma qui, je crois, n'est pas la même que en littérature ou au théâtre, qui a à voir avec la vie, avec la dignité, l'existence. Le simple fait que ça vive. Enfin, j'essaie de pas employer de vocabulaire religieux, je suis pas du tout croyant, mais du coup on retombe vite sur des mots comme l'âme, la grâce, ou je sais pas comment faudrait les employer dans leur force athée. Mais je trouve que la caméra enregistre quelque chose de tout ce qu'il y a derrière un visage,
une vie humaine, et qui ça peut procurer une émotion qui est très spécifique au cinéma, qui n'est pas la même chose que en littérature, au théâtre, même s'il y a des personnages et du roman là-dedans. Enfin, et ça a à voir avec cette fonction et cette capacité scientifique du cinéma à enregistrer. Et voilà, il y a un truc quand même de quelque chose à un moment donné a été là, et c'est du temps, et c'est de l'espace, et ça a existé qu'une fois, et c'est capturé, et derrière ça, il y a toute une vie possible. Enfin, je trouve que donc, finalement, l'émotion du cinéma, elle a à voir quand même avec un très fort pouvoir, je pense, affirmatif, et en lutte contre la mort, même si on meurt. Enfin, avec eux, je ne sais pas comment dire. Pour moi, moi, j'ai beaucoup travaillé sur un cinéaste qui s'appelle Guy Gilles, et pour moi, clairement, ce qui m'a vraiment bouleversé quand j'ai vu Absence répétée, qu'un de ses plus grands films, 72, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui réalise alors qu'il va très mal, il se remet d'une tentative de suicide, il fait le film vraiment dans un contexte très difficile avec ses acteurs, en tout cas avec Patrick Jouannet, qui était autour de lui, les gens sont pris dans la drogue, c'est un moment très 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 compliqué quand même pour lui, puis aussi dans la société française, qui filme avec une désillusion de post-68, etc. Et alors que le film est complètement désespéré, mine de rien, il a réussi à le faire. C'est con, mais des gens se sont mis ensemble, ont été chaque jour sur le tournage pour travailler. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, effectivement, ils ont enregistré quelque chose. Et il y a une forme de puissance affirmative, effectivement, du film, quand bien même tout le reste est totalement désespéré. C'est pour ça qu'effectivement, je suis entièrement d'accord. Un grand film ne peut pas être totalement pessimiste. S'il se présente comme pessimiste, il y a une tricherie, effectivement. Et là, c'est le cinéaste qui fait son malin en prenant pour moi un peu le spectateur en otage c'est comme une espèce de rapport de force. Je te mets la tête un peu dans la merde, mais en fait il triche un peu parce que on pourrait ne pas faire de film, on pourrait ne pas réussir à se lever le matin, ce serait tout à fait possible, et là ce serait vraiment la mort. Or, il y a quand même... si les films existent, c'est que quand même de la vie est possible. Donc ne nous leurrons pas et ne mentons pas. Oui, c'est une forme d'honnêteté. Chez Rohmer, il n'y a pas de mort. Jamais, il a jamais filmé. Il y a peut-être quelques têtes coupées un peu dans l'Anglaise et le Duc, dans Messi, au fond là. Mais il n'y a pas de mort. Mais après, est-ce que par rapport à Guy Gilles, je connais très mal, mais j'ai vu L'amour à la mer récemment, et ce que je trouve beau dans ce film et qui peut se retrouver dans vos deux cinémas, c'est vraiment quand il filme Paris dans L'amour à la mer, on a l'impression que c'est son Paris en fait. Et comme dans L'amour debout, en fait, il y a cette chose, en fait, c'est ancré dans un lieu. Après, je sais pas quel lien il a avec Brest, mais bon, en tout cas, à Paris, je trouve que c'est vraiment très beau. Et puis, il dit une phrase, le personnage dit une phrase à un moment, la relation avec Paris, c'est plus compliqué qu'une histoire d'amour, on s'en sort jamais. C'était beaucoup plus beau que ça, mais... Oui, en plus, Guy Gilles, c'est une forme de provincial, hein, puisque dire, on appelait, il vient d'Alger, on appelait ça quand même à l'époque la province française. Hein, et il a un rapport à Paris, effectivement, vraiment de provincial. C'est-à-dire, il découvre tout, les yeux grands ouverts, et il fait donc, il commence, je crois, en 62, le tournage de L'amour à la mer, et c'est un film, ça faisait quand même très très peu à l'époque, à la première personne, extrêmement... c'est vraiment... Il joue donc ce personnage de jeune homme qui erre dans les rues, c'est le quartier qu'il habitait là, vers Clignancourt, Barbès, Pigalle, etc. Et le portrait qu'il a là, c'est vraiment le portrait de sous le bras quand il se balade, c'est vraiment le portrait de sa mère, bon, etc. Hein, c'est effectivement, Mickaël racontait tout à l'heure comment L'amour debout est né de toutes ces rencontres, ces lieux qu'il a arpentés. Guy Gilles, c'est vraiment clairement ça aussi, et c'est pour le coup, je crois que c'est un tout premier à faire ça, mais il fait aussi ça parce qu'il n'y a pas de production. Je pense que la question de la production est très importante, parce que c'est un assemblage de financement pour des courts-métrages, et c'est un film qui ne sortira pas en salle, qui ne trouvera pas de distributeur, mais c'est le prix de cette liberté. Et la Nouvelle Vague a inventé des tas de choses, mais pas ça. Il faut avoir un réel à filmer, je crois, toujours. Mais ça peut être plus ou moins fantasmatique, mais pour faire des films, il faut bien qu'il y ait des choses sous la main. Et alors, je suis très admiratif de Fassbinder. Alors, il y a un contexte historique, il a quand même des choses à raconter, mais il a une troupe.
Et il peut faire 3 ou 4 films par an parce qu'il y a des acteurs à filmer qui sont là et les films sont possibles. Et là, pour L'Amour debout, ce qui était possible, c'était des lieux, des situations de travail et des gens qui ont bien voulu venir dans le film et des gens que je connais. Enfin, à un moment donné, il faut que ça soit très... Enfin, il faut. Pour moi, c'était possible quand il y avait du réel qui était prêt et sur laquelle la caméra pouvait se tourner. Je trouve ça très difficile de totalement rêver un film, de faire tous les dossiers tout bien, et puis attendre de l'argent, puis on ne sait pas si ça vient, puis à un moment donné ça vient, et hop, on fait tout le bordel pour que ça se mette à exister. Alors, il y a des films merveilleux comme ça, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je trouve ça difficile. Faut quand même avoir quelque chose qui existe hors de nous, sur laquelle la caméra peut se braquer pour qu'on ait quelque chose à filmer. Il faut que ce soit là, il faut que ça existe, il faut que ce soit concret. Peut-être que c'est aussi l'objet des premiers films. Peut-être qu'après, ça se déplace quand même. Je sais pas. Enfin, tu vois, là, on parle quand même L'Amour à la mer, c'est son premier film. Maggie Gilles, L'Amour debout, c'est ton premier film. Peut-être les cinéastes de Diagonale ont pu tenir ça sur tous leurs films. Je sais pas. Après, ils n'ont pas fait beaucoup. Enfin, Gérard Ford-Kottas, il en a fait 2. Mais... quand même, je pense qu'à un moment donné, ça peut se déplacer quand même. On peut quand même accepter d'imaginer totalement des situations, des décors, des corps pour les besoins d'un récit. Forcément. Oui, ça reste une contrainte, l'économie, de toute façon. Et je pense que ça peut vous donner de la liberté, mais à un moment donné, c'est vrai que oui. Ça peut être plus confortable à un moment. Ça peut être plus confortable, je sais pas, parce qu'après, forcément, ça entraîne aussi d'autres contraintes. Hein. Mais je pense quand même que c'est aussi pour ça que souvent les premiers films sont des films autobiographiques, quand même. C'est-à-dire quand tu dis qu'il faut un réel à filmer, il y a un moment donné, oui, on utilise ce qu'on est, ou ce qu'on a vécu. Alors ça peut être en termes de récit, mais ça peut être effectivement carrément en termes de les amis, les lieux dans lesquels on vit ou dans lesquels on a vécu. Et avec une différence parfois très 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 faible entre la fiction et le réel. Je trouve que les plus beaux films de Guy Gilles, en tout cas c'est vraiment ça. Et dès qu'il s'écarte un peu, il a essayé de faire des films policiers par exemple, je trouve que ça marche beaucoup moins. Mais bon, voilà, ça c'est juste un exemple, ça peut... Oui, peut-être que pour terminer, on n'a pas du tout parlé de la manière dont vous travaillez ensemble. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, on retrouve souvent le nom de l'un dans le générique de l'autre. Donc, si vous pouvez un peu nous parler de ça. On n'a jamais co-réalisé de film. Je crois que ça ne nous est jamais trop venu à l'idée. Effectivement, on est un peu des partenaires de vie et de cinéma. Et enfin, c'est un peu... Et donc, le fait de voir des films, d'en parler, d'y réfléchir, c'est une occupation quotidienne, quoi. Enfin, comment dire, c'est vraiment c'est plus qu'une occupation, c'est que voilà, c'est pas vraiment un métier encore, enfin, mais c'est une préoccupation, de tous les jours, voilà. Donc on échange énormément à ce propos et c'est naturel de se faire lire des scénarios et de trouver une place d'une manière ou d'une autre, parfois beaucoup plus effacée, parce que ça dépend des films, on fait aussi sur le film de l'un et de l'autre, réciproquement. Donc voilà, donc des fois c'est un coup de main au montage, à l'organisation, au scénario, enfin bon. C'est une continuation, en fait, de l'existence. Voilà, enfin, c'est quelque chose d'assez... Non ? Bah oui, là pour le coup, on n'arrête pas de parler des rapports entre la fiction et le réel, ou entre la vie et le cinéma. Bon ben voilà, nous on vit ensemble depuis un certain nombre d'années, et donc voilà. Je pense que c'est beaucoup il y a des couples de cinéastes, je sais pas, enfin ça doit être un peu pareil. Hein, c'est juste que là, comme on travaille sur des économies souvent quand même quasi inexistantes, avoir l'autre avec soi, l'autre est le premier allié, quoi. Voilà, donc il peut à l'occasion devenir effectivement un chef-op, un monteur, un assistant réalisateur, voilà.
Bon, et aussi parce que c'est possible parce que les moyens techniques le permettent aussi. Je pense qu'il y a 30 ans, ça aurait été difficile. Aujourd'hui, voilà, avec le numérique, on peut appréhender sur un poste voilà, la technique pour se dire, allez, ok, ça, sur ce film-là, je peux le faire. Oui, l'un et l'autre, on sait se monter, enfin, techniquement. Enfin, le monteur, c'est bien plus qu'un technicien. Mais donc, il y a des choses techniques qu'on sait faire aussi. Oui, et puis effectivement, si tu dis allié, parce que des fois, malheureusement, à tort ou à raison, on peut aussi se sentir un peu seul, ou dans une forme aussi Non, je pense qu'on n'est pas seul, mais on est quand même minoritaire. Et c'est pas mal, quand même, de se sentir en amitié, dans une façon de faire et de voir des films. Bon. Oui, puis le processus quand même artistique, il faut le dire, c'est quand même a besoin, je pense, de verbalisation. Enfin, on parle jamais assez des compagnes des cinéastes. Enfin, je veux dire, Alma-Réville pour Hitchcock, ou etc. Enfin, il y aurait plein d'exemples à donner où en fait ils sont pas tout seuls, quoi. Il y a quelqu'un qui est à côté, dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, et qui fait un travail d'écoute et de nommer, de verbaliser des choses qui vont permettre de s'engueuler, c'est ça. Oui, nous on parle beaucoup de cinéma ensemble. Oui, vous avez une cinéphilie commune. En tout cas, là, c'est plus que. On n'a pas du tout la même histoire de cinéphiles. De spectateurs. Non, c'est plus des questions de fond. Sur. C'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. Sur qu'est-ce que le cinéma nous donne envie de voir, de filmer. En termes de. Cette espèce de fonction anthropologique du cinéma qui nous bouleverse et qui fait qu'effectivement, des cinéastes comme Chaplin et Renoir, voilà. Il y a un fond comme ça, mais qui est un fond de pensée, un fond presque presque philosophique, qui nous donne une idée du cinéma, plus qu'une cinéphilie, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter le 3e épisode des Rosalie. Cet entretien a été réalisé à la Cinémathèque française à Paris dans l'après-midi du 13 juillet 2019 par Lola Devant et Cassandre Marie-Valfort. Il a été enregistré par Théo Leroyer et Félix Laillé-Lécuyer. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont rendu cet épisode possible. Elodie, pour nous avoir trouvé une salle superbe, ainsi que Florian et son projet Refuge pour le générique de fin.